Alors, merci d'être venus finalement relativement nombreux, même si bon, on sait bien qu'une partie du public est un peu contraint. Le thème de cette matinée, c'est le matérialisme et la psychanalyse, les effets, j'allais dire, de bouleversement dans la conception du sujet que nous apporte évidemment le discours freudien, mais aussi les découvertes sur le cerveau. Donc je vais immédiatement commencer le pardon. Voilà, je suis prêt, trop loin. Voilà. Je parle normalement. Donc voilà, est-ce que ça va là? Et donc je vais immédiatement donner la parole à Laurence Lacroix, à ma droite, qui est professeure au lycée Voltaire, et qui va vous parler du sujet en psychanalyse. Alors je vais faire un petit essai. Vous m'entendez bien? Oui. Il est branché ou pas? Normalement, il est branché. D'accord. Et là, vous m'entendez mieux. Hein. Donc, toi, tu dois parler loin et moi, je dois parler près. Donc, on commence déjà la différence du genre, hein, la différence homme-femme. Voilà. Bon. Alors, je vais traiter, donc mon intervention va porter sur la plasticité du symptôme et je vais tenter de vous montrer en quoi cette plasticité du symptôme, c'est-à-dire ce changement, entraîne pour nous la nécessité de réélaborer donc, nos concepts fondamentaux de la métapsychologie. Alors, pour commencer cette intervention, j'énoncerai quelques chiffres. On peut actuellement constater qu'en France, 15% des gens qui viennent consulter dans les hôpitaux le font pour cause de dépression. Et l'Observatoire national des prescriptions et consommation des médicaments note en novembre 2013 que les antidépresseurs constituent l'un des principaux postes de dépenses de santé publique. C'est dire que la plupart des familles aujourd'hui ont connu, connaissent ou connaîtront un ou plusieurs cas de personnes déprimées. On assiste également, selon l'INSERM, à une augmentation constante de la consommation de neuroleptiques et d'anxiolytiques. L'enquête de 2010 du baromètre santé indique que 18% de la population des 18-75 ans a consommé au moins un médicament psychotrope au cours de l'année. Alors, que tirer de ces chiffres, hein? Ce que l'on peut dire, c'est que ce bref survol de l'état de la santé mentale fait apparaître que la dépression, les états limites et l'angoisse sont en nette augmentation et que ces nouveaux symptômes tendent à remplacer les anciens symptômes de type névrotique comme l'hystérie par exemple, ce par quoi Freud avait commencé, enfin ce qui avait été donc le début de l'étude freudienne. Alors, que peut-on en tirer comme conclusion? Ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'aujourd'hui, les symptômes changent, évoluent, se modifient. Alors, du coup, la question qui est la nôtre, c'est de savoir comment aborder une telle mobilité du symptôme. Quelle attitude doit-on avoir envers ces nouvelles formes de symptômes et sait-on véritablement toujours, aujourd'hui, les interpréter? Alors la question se pose parce que sur ces nouvelles formes de symptômes, est-ce qu'on doit les aborder comme de nouvelles maladies mentales? Ou au contraire, est-ce qu'on doit les concevoir comme des réponses que donnerait le sujet aux modifications des organisations sociales dans lesquelles il évolue? Alors, on peut dire que si la psychiatrie tend à privilégier la première hypothèse, c'est vers la seconde que s'oriente la psychanalyse, tâchant de déchiffrer dans les symptômes contemporains les nouveaux modes de rapport qu'un sujet entretient à lui-même, aux autres et à la société dans laquelle il appartient. Alors du coup, ma communication tendra de mettre en place le fait que nous sommes actuellement en train d'assister à une évolution de notre organisation psychique et que nous serions en train d'assister à ce que Charles Melman nomme l'émergence d'une nouvelle économie psychique. Alors, cependant, cette nouvelle économie psychique demande, pour pouvoir être formulée, à ce que les concepts traditionnels de la psychanalyse soient réélaborés.
Ce changement dans le symptôme, ce que l'on peut nommer donc la plasticité du symptôme, entraîne donc la nécessité pour nous de penser une réélaboration de ce que l'on nomme métapsychologie. Alors, pour comprendre cela, il faut rappeler quand même le fait que la psychanalyse, c'est une science qui se construit en se confrontant sans cesse à la réalité du symptôme, à ce que nous pouvons par conséquent nommer sa matérialité. En ce sens, la psychanalyse est loin d'être une approche purement abstraite et désincarnée du psychisme humain, ce que Hubert de la Rochemassais nous montrera de façon très claire. La psychanalyse a donc une prétention à la scientificité qui inscrit celle-ci dans une logique de type matérialiste, donc qui part des faits, de l'expérience clinique, pour élaborer une théorie qui ne se verra en retour validée que par sa capacité à rendre un symptôme signifiant. C'est ce terme de signifiant sur lequel nous allons centrer toute notre attention. En effet, pourquoi ? Parce que cela signifie que le symptôme ne parle pas de lui-même. Pour pouvoir être saisi dans ce qu'il est, le symptôme demande à se voir interprété. Mais cela n'est possible qu'à celui qui sait l'écouter et le saisir pour ce qu'il dévoile de l'être d'un sujet. La psychanalyse, en ce sens, est différente de la médecine. Pourquoi ? Parce que la psychanalyse vise à ne pas isoler le symptôme du sujet qui le vit et qui le dit. On est donc dans un rapport étroit entre symptôme et sujet. Alors, c'est la raison pour laquelle je débuterai cette étude en rappelant que la psychanalyse est née d'une écoute particulière de la parole du patient. La parole est donc le matériel clinique à partir duquel Freud a pu élaborer les grands principes qui règlent sa théorie psychanalytique et qu'il va nommer métapsychologie. Cependant, il nous faudra voir dans un second temps que ces principes peuvent se révéler insuffisants, inadéquats, pour rendre compte des nouveaux symptômes auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés. C'est pourquoi la théorie psychanalytique demandera à se voir réévaluée, réélaborée. Mais cela ne pourra se faire que par une requalification de la matière à partir de laquelle travaille la psychanalyse. Si celle-ci reste toujours à l'écoute de la parole du patient, c'est par une attention plus accrue accordée au langage lui-même et plus exactement aux lois du langage, c'est-à-dire aux lois qui structurent le langage, que se justifiera la refonte par la psychanalyse de ses propres principes. Nous pourrons alors, dans un troisième temps, voir en quoi ce remodelage de la métapsychologie nous permet de mieux saisir les phénomènes sociaux qui caractérisent la société contemporaine et qui déterminent donc l'émergence de cette nouvelle économie psychique. La psychanalyse apparaîtra ainsi comme un outil indispensable pour nous assurer une meilleure compréhension de nous-mêmes ainsi que du monde dans lequel nous évoluons. Alors, je commencerai cette première partie en montrant que c'est la parole qui constitue le matériel clinique de la psychanalyse. Alors, pour commencer, il me semble bon de rappeler que Freud crée la psychanalyse en inventant une nouvelle forme de relation humaine fondée sur un nouveau rapport à la parole et à l'écoute. En ce sens, l'écoute de l'analyste diffère radicalement de toutes les autres formes d'écoute. Et c'est ce que je vais travailler maintenant. Je vais travailler à vous faire comprendre en quoi l'écoute psychanalytique est différente d'une écoute traditionnelle. Alors, ce que l'on peut dire déjà, c'est que la relation que la psychanalyse met en place entre un psychanalyste et un analysant est à penser sur un mode différent que celui du mode traditionnel du type de relation que nous avons à l'autre, à savoir sur un mode différent d'un type de relation qu'on pourrait penser sur un mode empathique. En effet, la psychanalyse ne fonctionne pas tant sur l'empathie que sur ce qu'elle va nommer le transfert. C'est-à-dire que la psychanalyse s'élabore à partir du moment où l'analyste conçoit que le dit de son patient ne lui est pas directement adressé. Ce qu'écoute le psychanalyste, ce n'est pas tant ce que dit un patient que ce qui se dit dans le dire de ce patient.
L'écoute psychanalytique, par conséquent, se décale de ce que l'on pourrait nommer le sujet de la conscience pour se diriger vers le sujet de l'inconscient. C'est donc au sujet de l'inconscient qu'est attentif le psychanalyste. Et c'est à ce sujet de l'inconscient qu'il tente, et c'est ce sujet de l'inconscient qu'il tente de saisir dans le dit donc, de l'analyse. Et en effet, il nous faut très clairement comprendre que le sujet de l'inconscient ne se donne pas sous la forme de l'immédiateté du sens. Il faut donc savoir se dégager de cette immédiateté du sens, c'est-à-dire se détacher de l'interprétation première qu'un psychanalyste, ou en tout cas que le patient, pourrait donner de lui-même à son propre symptôme. Freud nous invite donc à concevoir qu'il y a au cœur de la parole émise une part d'étrangeté, d'obscurité qui habite tout sujet, et c'est cette part d'étrangeté, d'obscurité qu'il va articuler autour des principes d'inconscient, de refoulement et de destin de pulsion. Cette élaboration conceptuelle des principes de la psychanalyse constitue le contenu de ce qui va être nommé métapsychologie. Métapsychologie qui est un ouvrage qui va paraître à partir de 1915, puisque c'est un ensemble d'études. Et ce terme de métapsychologie renvoie bien évidemment à la métaphysique d'Aristote, méta et physique, c'est-à-dire l'au-delà de la physique. Pour Aristote, les écrits qui viennent après ceux de la physique. Et la métapsychologie, c'est donc cette théorie qui nous amène à penser un au-delà donc, de la psychologie, c'est-à-dire un au-delà des processus conscients. Et donc, ce sont les écrits qui nous donnent les principes par lesquels nous pouvons aborder l'inconscient. Alors, cette métapsychologie, Freud va la poursuivre tout au long de sa vie. Ce que l'on peut dire déjà, c'est que Freud nous lègue une métapsychologie riche, d'une grande force explicative et d'un potentiel technique et thérapeutique considérable. Or, celle-ci ne paraît pas toujours suffisante pour comprendre la spécificité que peuvent prendre les symptômes contemporains. Ainsi, par exemple, si nous prenons le cas de la dépression, il nous est difficile aujourd'hui de l'aborder dans une optique purement freudienne, car celle-ci nous reconduit inévitablement vers des concepts de deuil et de mélancolie qui ne caractérisent plus la forme actuelle de la dépression. Alors la question qui se pose à nous, c'est pour quelles raisons est-ce que nous avons aujourd'hui tant de mal à cerner la dépression, à l'appréhender et à l'aborder ? Est-ce que l'on doit conclure d'un tel échec que les repères cliniques seraient aujourd'hui devenus moins nets et que nous serions confrontés donc à des cas impliquant un mélange de symptômes? Alors, une telle interprétation ne semble pas satisfaisante, elle ne semble pas probante, du fait même qu'elle tend à dissoudre la dépression dans autre chose qu'elle-même. Comme nous le rappelle la méthodologie scientifique, l'hypothèse la plus complexe n'est pas nécessairement la meilleure. Or, à cette hypothèse d'une pluralité de symptômes, Charles Melman, dans son ouvrage « L'homme sans gravité », en oppose une plus simple, qui est celle de la nouvelle économie psychique. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle économie psychique et qu'est-ce qui la caractérise ? Charles Melman fait tourner son étude autour de l'idée d'une mobilité du sujet. Et c'est bien parce que le sujet deviendrait mobile, qu'il perdrait sa stabilité, que nous serions aujourd'hui confrontés à réélaborer notre manière traditionnelle d'envisager la structuration du psychisme. Au sujet névrotique d'hier laisserait place un sujet où la ligne de démarcation entre névrose et psychose serait de moins en moins nette. Alors, l'hypothèse peut paraître déjà un peu choquante à première vue, en tout cas, elle interpelle. Alors, du coup, la question qui nous vient, c'est de savoir que vaut une telle hypothèse. Quel remaniement suppose-t-elle dans les principes de la métapsychologie ? Et nous permet-elle surtout de mieux saisir le réel de la clinique, puisque je vous rappelle que c'est ça qui est constamment en jeu lorsqu'on aborde la psychanalyse. Alors, c'est à ces questions que nous allons maintenant nous confronter dans la seconde partie de cet exposé. Alors, dans cette seconde partie, nous allons montrer que la nouvelle économie psychique prend sens et forme à partir d'une analyse centrée non plus tant sur la parole du sujet que sur la structure même du langage. La matière à partir de laquelle procède la psychanalyse évolue donc.
La nouvelle économie psychique de Charles Mellement nous invite à réélaborer les concepts traditionnels de la métapsychologie en réorientant notre analyse autour du déni de la perte. C'est ce que je vais travailler dans ce cours, cette idée de déni de la perte. Or, cette importance du déni de la perte avait déjà été constatée par Freud lors de son analyse du clivage du moi, sans qu'il puisse pour autant en rendre clairement raison. Pour rendre raison de ce clivage du moi, il me semble qu'il nous faut attendre Lacan et sa relecture de l'œuvre de Freud. Ainsi, dans son séminaire sur les psychoses, Lacan justifie le clivage comme un mécanisme que le moi déploie pour se défendre contre sa propre division. Or, le sujet, pour Lacan, ne peut être autrement que divisé, car il est un par-l'être, c'est-à-dire un sujet soumis aux lois du langage. C'est la définition du par-l'être, un sujet soumis aux lois du langage. Ces dernières nous sont présentées par Ferdinand de Saussure dans son cours de linguistique générale, sous la forme de la division signifiant-signifié. C'est cette division que Lacan réinvestit psychanalytiquement et qui lui permet de penser l'inconscient, qui lui permet de penser l'inconscient comme étant structuré comme un langage. Alors ça a son importance, parce que lorsqu'on cite Lacan, c'est en règle générale cela que l'on cite de Lacan, que l'inconscient est structuré comme un langage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'inconscient est structuré comme un langage? En tout cas, ça implique qu'il y aurait à penser une matérialité du langage qui déterminerait l'élaboration psychique d'un sujet. Parler n'est pas un acte neutre, ce n'est pas non plus un acte anodin. Les lois du langage structurent un sujet autour de la dimension de la perte que le fait même de parler implique nécessairement. En effet, toute parole est une demande adressée à l'autre et qui ne se manifeste que parce que l'objet désiré n'est plus à portée de main. On parle que pour demander quelque chose, on demande ce que l'on n'a pas. Le langage s'articule donc bien autour d'une perte qui est celle de l'objet désiré. Mais à cette perte réelle, Lacan va articuler la perte symbolique par laquelle le sujet s'institue comme être parlant et désirant du fait même d'être à jamais séparé de son objet de désir. Alors j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est ce qu'on va travailler, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de la communication. Le sujet, je le rappelle, n'est un être désirant que du fait qu'il est à jamais séparé de son objet de désir. L'entrée dans le langage divise donc le sujet d'avec lui-même en le mettant à distance de l'objet qui est cause de son désir. Lacan va alors nommer objet petit a cette perte originaire par laquelle un sujet pourra se voir constitué comme sujet désirant. Là encore, j'attire votre attention sur l'importance de ce concept, objet petit a, parce qu'il va être pour moi véritablement déterminant dans toute la suite de ma démonstration. Donc je le rappelle, l'objet petit a est ce qui est originairement perdu du fait même que le sujet parle, c'est-à-dire du fait même que le sujet est divisé. La division du sujet se pense par la perte de cet objet premier qu'est l'objet petit a. Ça va pour tout le monde? Parce que là c'est central. Si ça passe pas, plus rien passe. Bon, voilà. Donc, concentrez-vous jusqu'au bout. Les choses sérieuses commencent. C'est que l'entrée en matière. Alors, l'étude des lois du langage, puisque l'objet petit a provient de cette étude des lois du langage, permet donc à Lacan de mettre au jour la structure par laquelle la subjectivité humaine peut se voir abordée et interprétée. C'est en ça que Lacan est un incontournable. C'est une nouvelle manière d'aborder la subjectivité. Dès lors, on peut dire que c'est à partir de celle-ci que les différents types de symptômes contemporains vont pouvoir se voir réappréhender, tant dans leur mode de production, c'est ce qui va m'intéresser, qu'est-ce qui produit la nouvelle symptomatologie, que dans ce qu'ils manifestent du social auquel ils appartiennent. La réélaboration de la métapsychologie par Lacan, qui tourne autour donc de ce nouveau rapport au langage, donne à l'interprétation psychanalytique un pouvoir heuristique qui lui permet de cerner au plus près les nouvelles formes de symptômes qui se présentent à elle.
Et donc, c'est à cet exercice que je vais maintenant me confronter dans la troisième partie de mon exposé, afin justement de vous démontrer en quoi cet abord lacanien est absolument, il me semble, incontournable pour penser les symptômes modernes. Alors, dans cette troisième et dernière partie de mon exposé, on va voir en quoi la réélaboration de la métapsychologie par Lacan nous offre des outils conceptuels indispensables pour aborder et comprendre les symptômes contemporains que sont les états limites, la dépression et l'angoisse. Alors, pour rendre ces trois symptômes signifiants, il me semble bon de les aborder sous le couvert de ce que Charles Melman donc a nommé cette nouvelle économie psychique. Alors, pourquoi cette nouvelle économie psychique? Ce qui m'intéresse là, c'est ce terme de nouveau. Ce terme de nouveau nous amène à concevoir une évolution, voire même une mutation. On peut aller jusqu'à utiliser ce terme. On a affaire véritablement on a affaire à une véritable mutation de notre organisation mentale, qui nous fait donc passer pour Melman d'une économie psychique organisée par le refoulement à une économie psychique organisée par la jouissance. Cette mutation radicale dans la structuration du sujet se justifie, selon Melman, du fait qu'aujourd'hui nous évoluons dans un monde sans limite, c'est-à-dire dans un monde où l'interdit, l'impossible disparaissent peu à peu. Non seulement nous pouvons jouir de tout, mais il est même exigé que nous jouissions à tout prix. Nous sommes là dans un rapport à l'excès qui est devenu la norme. Nous sommes là dans un excès qui n'est plus transgression, comme ça pouvait être le cas pour la névrose, mais qui est justement prescription. Or, une telle mutation dans le discours social ne peut rester sans incidence sur l'organisation psychique du sujet. Elle entraîne un changement radical dans le rapport que le sujet entretient à l'objet, et notamment à l'objet petit a, d'où l'importance que je vous ai soulignée tout à l'heure, notamment dans le rapport à l'objet petit a, ce que je vais maintenant vous démontrer. Alors, nous commencerons tout d'abord par rendre compte des états limites, qui sont aussi nommés cas borderline. Alors, qu'est-ce que cet état limite? Qu'est-ce que ce cas borderline? On peut dire que ce nouveau symptôme se caractérise par des sujets qui présentent une très grande mobilité psychique et qui, par conséquent, ne se laissent saisir par aucune identité fixe et assurée. Le sujet devient indéterminable, incernable, par un trait caractéristique, voire même symptomatique. Le paradoxe est que c'est cette absence de fixité qui devient aujourd'hui un des traits déterminants du sujet contemporain. Et pour l'attester, je laisse la parole à Charles Melman. En effet, Charles Melman nous dit qu'on peut avoir affaire aujourd'hui à des sujets, non pas comme nous en avions l'habitude, définis, fixés une fois pour toutes, y compris dans des traits caractériels, paranoïaques ou ce que l'on voudra. Mais au contraire, nous avons affaire à des sujets flexibles et parfaitement capables de se modifier, de se déplacer, de changer, d'entreprendre des carrières et des expériences diverses. Voilà le constat de Charles Melman. Ces traits cliniques, ces nouveaux traits cliniques, font dire à Melman que nous entrons donc dans une nouvelle économie psychique qui nous demande de penser l'effacement du sujet, son aphalysis, comme on pourrait dire. Or, cet effacement du sujet n'est pas envisageable si nous ne remettons pas en cause la division du sujet. Pour comprendre ce qui est en jeu dans un tel processus, il faut se rapporter à la manière par laquelle Lacan structure le sujet. Celui-ci se constitue par une division que produit un refoulement originaire qui scinde le sujet de l'objet cause de son désir, à savoir l'objet petit a. On a donc un sujet divisé, un sujet barré, qui fait que d'un côté vous avez le sujet et de l'autre côté, de l'au-delà de la barre, vous avez ce fameux objet petit a. Alors cette structure, elle est fondamentale. Pour parler dans des termes qui sont un peu barbares, c'est ce que Lacan appellera justement, c'est ce que Lacan formulera par le fantasme, à savoir que le fantasme s'écrit S barré poinçon petit a. Voilà. Alors ça veut dire quoi S barré poinçon petit a? Ça veut dire que le sujet, poinçon, tout le monde
on voit ce que c'est un pinceau, vous l'avez fait en classe, hein, voilà. Vous faites un trou dans le papier. Voilà. Ça veut dire que le sujet est radicalement éloigné, il n'a pas accès à l'objet petit a de l'autre côté. Entre le sujet et l'objet petit a, vous avez un trou. C'est ce qu'on appelle la division du sujet. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet de désir, ou l'objet du désir, est un objet irrémédiablement perdu. Ce qui contraint le sujet à renoncer à une jouissance absolue. Mais renoncer à cette jouissance absolue permet au sujet de gagner en contrepartie sa propre détermination comme sujet désirant, qui lui donne une identité propre et le fixe ainsi dans une identité sexuelle stable. En d'autres termes, le refoulement de l'objet petit a pose l'interdit comme régulateur de la jouissance sexuelle. Celle-ci devient du même coup l'étalon de toutes les autres jouissances. Or, on ne peut aujourd'hui que constater que la jouissance sexuelle a perdu ce privilège d'être l'organisatrice de toutes les autres jouissances, c'est-à-dire des jouissances dites partielles. Le sexe, aujourd'hui, est devenu une jouissance comme une autre. L'interdit sexuel ne fait plus référence. Il n'y a plus ni interdit, ni impossible. Il est clair qu'on assiste là à l'émergence d'une très grande liberté pour chacun d'entre nous, hein, ce qui était le mot d'ordre de mai 68. Cependant, si le principe de séduire, la clinique néanmoins inquiète et interpelle. Elle atteste en effet que nous avons affaire à un désarrimage du sujet, ce que Charles Melman va nommer des sujets apatrides. Ces sujets sont capables d'habiter des positions psychiques parfaitement contradictoires et hétérogènes entre elles, aussi bien dans leur mode de pensée que dans le choix de leur propre identité sexuelle. C'est le nomadisme qui définirait alors cette nouvelle économie psychique qui se situerait entre névrose et psychose et qui justifie la multiplication des cas borderline qui attestent que le sujet ne possède plus en lui un lieu de résidence, de recel, dans lequel il pourrait se tenir et se sentir chez lui. Cette importance de l'être chez soi, hein, de l'homme, en anglais, excusez mon accent, hein, home, H-O-M, to be at home. Voilà. Donc, la levée des interdits nous présente donc des sujets désarrimés de toute identité stable et évoluant dans ce que Charles Melman nomme une atopie constitutionnelle. C'est celle-ci qui rend possible le sentiment de perte de soi. Or, ce sentiment de perte de soi caractérise la seconde forme de pathologie propre à notre monde contemporain, qu'est la dépression. C'est donc à la dépression que je vais maintenant m'attacher. Or, cette dépression, on l'a déjà rencontrée, hein, elle n'est pas première dans mon propos, et on avait pu constater, donc au moment où je l'ai traitée, que l'approche freudienne était insuffisante pour nous permettre de la cerner, de l'aborder. Alors, ce que nous venons de montrer dans l'étude des états limites ou des cas borderline, c'est que nous avons affaire à un sujet désarrimé, c'est-à-dire à un sujet qui n'est plus constitué comme un sujet déguisé. Et on va voir qu'on a là une structure opérationnelle qui va nous permettre de rendre compte de deux types différents de dépression. La dépression ne va pas être à penser dans son caractère homogène. Caractère déprimé, en fait, vont présenter deux types de structures différentes. Et donc ce que l'on peut dire, c'est que penser le sujet comme désarrimé, c'est-à-dire comme n'étant plus divisé, nous permet donc d'avoir une approche plus opérationnelle pour rendre compte des expériences de décompensation psychique qui caractérisent le sujet dépressif. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je suis l'interprétation de Charles Melman, ça veut dire que c'est parce que le sujet n'est plus arrimé à un interdit, d'où l'importance de l'interdit qui divise le sujet, c'est parce que le sujet n'est plus arrimé par un interdit qui le structure, qu'il peut très facilement se dégonfler, tomber en chute libre, s'évanouir. Cependant, la dépression contemporaine demande à se voir abordée selon un double point de vue. Alors, tout d'abord, la première forme de dépression à laquelle nous avons accès peut se voir caractérisée par un renoncement à toute réalisation de soi comme être de désir. Alors, cela peut s'expliquer par le fait que la levée de toute forme d'interdit en vient à désexualiser le rapport que le sujet entretient à son propre désir.
Or, la désexualisation du désir n'implique pas la négation du refoulement. Bien au contraire. Celui-ci organise alors le sacrifice total de la jouissance, quel qu'en soit l'objet. Le sujet désirant n'a donc plus aucune place pour s'exprimer, ce pourquoi il n'est pas rare en clinique que des patients s'aperçoivent qu'ils ont longtemps sacrifié aux impératifs du refoulement, c'est-à-dire accompli leurs devoirs sociaux sans en tirer la moindre satisfaction. C'est cette annihilation du sujet du désir, cette perte de soi comme sujet désirant, que manifeste la dépression. Celle-ci est donc bien l'indice d'une perte, d'un manque, celle de soi comme sujet de désir. Mais on a aussi affaire à une seconde forme de dépression. Celle-ci peut se justifier par le fait que le moi ressent sa présence au monde comme inutile, vaine, voire illégitime. Et nous allons voir maintenant que c'est dans le rapport que le sujet entretient à l'objet qu'une telle négation de soi peut se voir justifiée. Alors, pour commencer cette analyse, j'aimerais en revenir à des concepts plus philosophiques, plus traditionnels, que j'irai chercher donc chez Kant dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Kant, en effet, nous pose très clairement la distinction du sujet et de l'objet. Alors, qu'est-ce que le sujet pour Kant ? Pour Kant, le sujet est ce qui est à concevoir selon la notion de dignité, alors que l'objet, pour Kant, est à concevoir selon la notion de prix. Le sujet, c'est ce qui est digne de respect, et l'objet, c'est ce qui est négociable et échangeable. Voilà. Et donc c'est à partir de cette reprise de Kant qu'on va pouvoir voir comment ces notions de sujet et d'objet, en fait, sont remodifiées dans le symptôme contemporain qui est celui de la dépression. En tout cas, comment il justifie la dépression en tant que perte du sentiment de dignité d'un sujet. Et en tout cas, une perte du sentiment que peut avoir le sujet que sa présence, sa vie est légitime. Alors pour commencer, je rappellerai que pour Lacan, la levée des interdits modifie l'instance par laquelle le sujet se juge lui-même. Donc un idéal du moi auquel le sujet de la moralité, le sujet kantien, pouvait s'identifier, se substitue aujourd'hui ce que l'on va pouvoir nommer un moi idéal, par lequel le sujet se présente sur la scène du monde à la manière de l'objet. C'est ça qui m'intéresse. Hein. Le moi idéal fait que le sujet se présente sur la scène du monde à la manière de l'objet. On a donc affaire au fait qu'aujourd'hui, le sujet et l'objet s'identifient. Ils ne sont plus séparés. Or, comment concevoir la possibilité d'une telle identification ? Et en quoi celle-ci serait-elle cause du sentiment dépressif ? Une telle identification est rendue possible par le fait que la levée des interdits rend inutile pour un sujet le refoulement de l'objet petit a comme objet de son désir. L'objet petit a peut alors se présenter à lui. Il n'est plus inaccessible, il n'est plus séparé du sujet. Vous vous rappelez le poinçon qui mettait en place la distinction entre le sujet et l'objet. Le poinçon n'existe plus. Alors, que l'objet petit a soit rendu accessible fait que le sujet ne peut plus se construire sur le mode d'un sujet désirant car il n'est plus divisé, c'est-à-dire structuré par la perte, par le manque qui le mettait à distance de son objet petit a. Dès lors, cet objet peut l'envahir et le sujet s'y identifier. Il acquiert ainsi les attributs propres à l'objet. Il ne vaut que tant que son être est source de bénéfices. Dès qu'il se révélera défectueux, il sera dévalorisé, envoyé à la casse. L'individu est ainsi un objet échangeable et jetable parmi d'autres. L'utilité et la performance sont les seuls critères de sa valeur. Grand critère de notre société contemporaine, l'utilité et la performance. Si vous vous y conformez, si vous êtes utile et performant, vous serez reconnu. Mais si vous y dérogez, alors il y a des classes prépa là, chèque au concours, problème. Donc si vous y dérogez, si vous ne collez pas à ces critères, naît dans le sujet le sentiment de rejet, le sentiment d'être éjecté,
bien cette notion de déjecter quelque chose. Voilà, hein. Le sentiment d'être exclu du système. D'où l'importance de ces nouvelles analyses pour justement pouvoir se protéger de ces sentiments internes qui peuvent nous envahir alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Hein. Je le rappelle très explicitement. Mais c'est les nouvelles manières que nous avons de nous rapporter à nous-mêmes. Je le rappelle. On est dans l'analyse des nouvelles formes de symptomatologie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire justement que nos sociétés se caractérisent par ce règne de l'objet, qui est aussi le règne du déchet. On comprend alors qu'un sujet puisse s'effondrer en se vivant sur le mode de la dévalorisation, sur le mode de l'objet petit a. Le symptôme dépressif se manifeste alors. Ces analyses portant sur la dépression contemporaine nous montrent donc que ce qui tient le sujet, ce qui le constitue, ne se trouve pas en lui, mais hors de lui. La dépression se justifie par la structure d'un sujet désarrimé de son rapport à soi, ce qui rend possible son identification à l'objet petit a. Mais il nous faut aussi remarquer que la manifestation de l'objet petit a dans le monde est ce qui est cause de l'angoisse, et que l'angoisse est la troisième forme caractéristique de la symptomatologie contemporaine. Je suis dans les temps, Jean-Marc ? Écoute, oui. D'accord. Donc, il faut qu'on soit dans le timing, règne de la précision. Alors, je vais maintenant aborder, dans la dernière partie de cet exposé, l'angoisse. Alors, pourquoi l'angoisse ? Parce que la clinique nous confronte à une recrudescence des cas d'angoisse. Alors, l'angoisse est très difficile à définir, elle est très difficile à cerner. En effet, qu'est-ce que l'angoisse ? Comment la saisir, la définir, la traiter ? Alors, si on poursuit les analyses établies jusqu'à présent, nous pouvons émettre l'hypothèse que l'angoisse pourrait elle aussi se justifier d'un certain type de rapport que le sujet entretient à l'objet petit a. On sait toute l'importance que Lacan accorde à cet objet. Or, c'est justement dans le séminaire 10 de Lacan, qui porte sur l'angoisse, que Lacan thématise cet objet petit a. Il le découvre comme produit par un refoulement qui le constitue, ainsi qu'on l'a déjà vu, comme un objet irrémédiablement perdu, ce qui permet de structurer le sujet comme sujet désirant. Le sujet n'est donc désirant qu'en tant qu'il ne possède pas l'objet de son désir. Cependant, il nous faut aussi reconnaître que ce manque est constitutif dans le sujet d'un sentiment récurrent d'insatisfaction et d'incomplétude. Or, nous vivons dans une société où l'insatisfaction, la frustration ne sont plus tolérées. La levée des interdits, le refus de concevoir un impossible, implique que le sujet refuse désormais de se structurer autour d'un manque. La science et la production industrielle qu'elle rend possible ont pour finalité de nous présenter des objets aptes à satisfaire nos moindres désirs. L'objet petit a, qui était refoulé, et donc cause de notre désir, en vient alors à se présenter sur la scène du monde comme l'objet offert à notre satisfaction. Donc, je pense que vous voyez bien ce qui est en train de changer. L'objet petit a qui était refoulé, qui nous structurait en sujet désirant, comme il n'est plus refoulé, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il devient sur la scène du monde. Donc, ce que je désirais, ce qui était cause de mon désir, devient, je peux désormais l'obtenir, je peux désormais l'avoir. J'ai plus à désirer, tout m'est offert comme objet à la satisfaction de mon désir. Donc voilà ce qui a fondamentalement changé dans nos sociétés, qu'on appelle du reste société de consommation. Donc, l'objet qui est cause de notre désir n'a plus à être postulé aujourd'hui, il n'a plus à être désiré. Il doit se présenter dans l'expérience afin de pouvoir être possédé, afin de pouvoir être consommé. Donc, la société de consommation à laquelle nous appartenons évolue, et dans laquelle nous évoluons n'est donc rien d'autre que le travestissement positivé de l'objet petit a. Or, pour Lacan, l'angoisse surgit quand l'objet petit a devient un objet de partage ou d'échange. Comme il le dit explicitement dans la leçon du 5 décembre 1962, l'angoisse est liée, alors je cite Lacan, non pas tant à la perte de l'objet, mais à la présence de ceci
que les objets, ça ne manque pas. L'angoisse est donc le sentiment qui se manifeste dans un sujet lorsque celui-ci sent que sa division psychique qui le constitue est menacée. L'angoisse est ainsi cet affect qui ne trompe pas et qui indique que l'objet Petita n'est plus refoulé, mais qu'il est là, qu'il est offert à notre présence. Il y a alors un insoutenable qui annihile le sujet dans sa réalité même. La relecture lacanienne de l'angoisse nous contraint donc à réinterpréter le sens que lui accordait Freud. L'angoisse ne se définit pas par la perte d'un objet fortement investi. C'est au contraire par le manque du manque que l'on peut cerner cet innommable de l'angoisse. Ainsi, par exemple, ce qui engendre l'angoisse chez le nourrisson, ce n'est pas que le sein puisse se voir perdu, mais au contraire, qu'il en vienne à pouvoir l'envahir par sa toute présence. C'est donc la possibilité de son absence qui préserve pour l'enfant un au-delà à sa demande, dans lequel il peut se constituer comme un sujet désirant. Le sujet se construit donc autour du manque de son objet de désir. On comprend donc que la société de consommation, qui cherche par tous les moyens à combler, à saturer le désir des sujets, ne peut que mettre en place une structure fortement anxiogène. L'angoisse des sujets contemporains provient donc de la saturation de leur désir. Elle atteste que les sujets sont en manque de manque, qu'ils sont en manque d'un lieu subjectif, d'une place subjective dans laquelle ils pourraient se recueillir. C'est donc en maintenant une distance entre soi et son objet de désir qu'un sujet peut se constituer. Qu'une telle distance vienne à manquer et le sujet ne peut que se voir écrasé par le surgissement de l'angoisse. Alors, pour conclure ces analyses, nous pouvons dire que ces nouveaux symptômes révèlent une mutation en profondeur de notre organisation psychique. En ce sens, l'ancienne structure névrotique est en train de laisser place à une structure psychotique d'un nouveau genre. Celle-ci s'élabore par une absence de refoulement et par la perte de la dimension désirante du sujet. C'est ce qui fait dire à Charles Melman que nous sommes en ce moment en train d'assister non pas tant à la disparition de l'inconscient qu'à la disparition du sujet de l'inconscient. Les états limites montrent clairement qu'il y a des voies des profondeurs que le sujet ne reconnaît plus comme siennes. Comme l'avait déjà envisagé Lacan, nous passerions ainsi subrepticement d'une logique de la paranoïa à celle de la schizophrénie. Nous serions donc ainsi en train d'assister à l'émergence d'un nouveau sujet, celui que Charles Melman nomme sans gravité, et qu'il caractérise par la dénomination d'homme libéral. On comprend dès lors que cette nouvelle économie psychique puisse inquiéter et justifier un réel pessimisme. La question que nous posent ces nouveaux symptômes est donc celle portant sur notre condamnation de toute forme d'interdit. Sommes-nous prêts aujourd'hui, pour sauver l'humain, à accepter ce que nous apprend la psychanalyse, à savoir qu'il n'y a de subjectivité possible pour un sujet qu'agencée par les lois du langage qui déterminent la nécessité du refoulement, d'un interdit, par lequel seul peut se structurer un sujet de désir. C'est la raison pour laquelle Charles Melman en appelle à l'établissement d'un nouvel humanisme, ayant pour tâche de donner naissance à un sujet capable de se soutenir que de lui-même, c'est-à-dire capable de reconnaître les bornes qui limitent sa propre existence, autrement dit qui la permettent, et éviter ainsi que le sujet ne s'annihile dans le coma de la satisfaction accomplie. Merci.